Bonjour, aujourd'hui le retour des empires avec Michel Duclos. L'enthousiasme alla un peu plus loin quand il s'agit de boycotter les tissus étrangers, et Gandhi lui-même paraissait avoir perdu la mesure. Il ordonna de les brûler comme un emblème d'esclavage et l'on vit à Bombay, en août 1921, comme au temps de Savonarole, Cristo régnant sur la place de la Seigneurie, des bûchers de splendides étoffes de famille consumées par le feu au milieu d'une joie tumultueuse. Un des plus généreux esprits anglais de l'Inde, C.F. Andrews, écrivit à Gandhi une lettre pathétique, déplorant qu'on brûlât ces étoffes au lieu de les donner aux pauvres. Gandhi y répond affectueusement. Il ne demande pas la destruction de tous les objets étrangers, mais de ceux dont la malfaisance s'est manifestée. Des millions d'Indiens ont été ruinés par les manufactures anglaises. Beaucoup sont tombés au rang de parias ou de soldats mercenaires et leurs femmes de prostituées. On ne peut pas s'empêcher porter ces étoffes criminelles. Les coupables ne sont pas seulement les Anglais qui ont vendu ces tissus, mais les Indiens qui les ont achetés. Or, libérer la vie matérielle de l'asservissement étranger ne serait rien encore. Il faut libérer l'esprit. Gandhi voulut que son pays secouât le joug de la culture européenne et un de ses plus fiers efforts fut de jeter les bases d'une éducation vraiment indienne. En novembre 1920, il inaugura l'Université nationale de Gujarat à Ahmedabad. Il s'inspirait des idéaux d'une Inde unie. Ces deux piliers religieux étaient le dharma des hindous et l'islam des mahométans. Extrait de Mahatma Gandhi de Romain Rolland. Michel Duclos, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été ambassadeur de France en Syrie de 2006 à 2009. Vous avez été représentant permanent adjoint de la France à l'ONU également. Vous êtes essayiste, notamment d'un livre que vous venez de sortir qui s'appelle Diplomatie française, où vous abordez notamment le sujet du Sud global, justement. Alors là, on vient d'entendre un extrait de ce texte de Romain Rolland qui nous montre comment, finalement, Gandhi a été peut-être un des tout premiers à mettre en place cette relation un peu compliquée avec l'Occident, brûler les oripeaux de cet Occident postcolonial. Est-ce que ça serait pas ça, au fond, le point commun de tous ces pays qu'on regroupe aujourd'hui sous ce terme? Absolument, je crois que c'est un facteur très, très important. C'est-à-dire, vous savez, en France, on aime beaucoup les querelles sémantiques et le mot de Sud global a mauvaise presse. C'est-à-dire, beaucoup d'observateurs, de collègues, de commentateurs disent mais ça n'existe pas, c'est pas un ensemble cohérent, de quoi parlez-vous? D'où il vient ce terme, justement? Bah, on cite toujours un nom d'un obscur universitaire américain de l'époque du Vietnam qui serait le premier à avoir utilisé cette expression, mais c'est surtout dans les années 90 que ça a pris son essor, toujours dans les universités américaines par ailleurs, mais si vous voulez, plutôt que de chercher une définition trop précise, je vais vous raconter mon vécu, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que j'ai quitté mon poste en 2014 et j'ai bénéficié d'une année supplémentaire à Paris, au Quai d'Orsay. Et là, j'avais demandé à bénéficier d'une mission sur les puissances émergentes et les crises dans le monde. Parce que moi-même, ma carrière avait été surtout Est-Ouest, même si j'ai servi aussi au Proche-Orient. Puis à New York, j'ai eu une vision un peu globale. Et je me posais la question, pourquoi sur la crise syrienne et sur l'annexion de la Crimée, nous n'avons pas l'Inde et le Brésil avec nous? Deux grandes démocraties qui sont censées être très attachées aux questions de souveraineté, indépendance nationale, etc. Et pourquoi sur ces deux points précis, d'ailleurs sur la Libye c'était pareil, ils votaient contre nous? Et donc, grâce à ce mandat, j'ai fait un séjour à Delhi, un séjour à Brasilia, au Brésil, et je suis retourné à New York, passer quelques temps à interviewer les diplomates. Et là, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait un certain nombre de pays qui n'étaient pas hostiles par principe, et qui d'ailleurs parfois partageaient au moins en partie nos valeurs, mais qui voulaient se différencier de l'Occident et qui se méfiaient de l'Occident. Et c'est ce ressentiment que j'ai un peu creusé par la suite et qui me paraît effectivement, comme le montre ce texte, un ressort très important qui unit des pays par ailleurs très différents.
Mais qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment donné, ces pays qui auront aussi profité d'un certain système de développement économique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de basculer finalement, de rejeter presque même les valeurs occidentales? Je suis pas sûr qu'ils rejettent les valeurs, hein. Là, il faudrait regarder de très très près. C'est au cas par cas. Ça dépend aussi des pays. Mais d'abord, il y a quand même eu le mouvement des non-alignés, qui était déjà une marque de distance entre les mêmes pays et les Occidentaux. Simplement, une première différence très importante, c'est qu'à l'époque, ils ne comptaient pas économiquement, pratiquement pas. Et donc, dans la grande querelle Est-Ouest que j'ai connue moi-même, il n'y a pas si longtemps, dans ma jeunesse, les non-alignés ne nous ont pas beaucoup gênés. Aujourd'hui, si la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Inde décident de contourner les sanctions occidentales à l'égard de la Russie, ça fait une grande différence. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut s'en occuper, il faut se poser la question pourquoi, c'est pas exactement qu'ils sont contre nous, mais ils sont pas systématiquement avec nous sur des sujets majeurs pour nous. Et si vous le permettez, pour moi, le moment de bascule, c'était après l'annexion de la Crimée en 2014, quelques semaines plus tard, il y a eu un sommet des BRICS à Brasilia. Et quand j'étais moi-même à Brasilia, donc quelques mois plus tard, je me suis fait raconter la scène par des collègues brésiliens. Le premier soir, ça a commencé par un dîner, comme toujours. Et quand Poutine s'est assis, ses homologues l'ont regardé sur le ton, explique-nous ce que tu as fabriqué, quoi. Et là, il a dit, écoutez, c'est très simple, il y a eu un complot à Kiev de la CIA pour chasser le président qui était plutôt acquis à nos idées. Ça se passait dans mon backyard, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et dans ces 3 phrases, on a, je crois, une clé d'explication très importante de cette divergence entre le Sud global et l'Ouest. Parce que le complot, oui, quand vous êtes à Brasilia, à New Delhi ou ailleurs, dans ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, vous croyez très facilement que tout s'explique par des complots des Américains. Surtout quand on est en Amérique du Sud, ça a été une Voilà, spécialité. C'était une spécialité. Ensuite, quand il dit c'était dans mon backyard, ça c'est une notion très importante, parce qu'on croit que ces grands pays du Sud sont avant tout souverainistes. Ils sont souverainistes, mais ils ont souvent quand même hérité de leurs colonisateurs cette notion de zone d'influence. Et ça ne les choque pas du tout que les Ukrainiens doivent se soumettre à la zone d'influence russe. Et puis, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et là, je l'ai vu par la suite, je l'avais observé avant, mais en me focalisant sur ce sujet, à chaque fois qu'on va en Égypte, en Arabie Saoudite, en Iran, en Iran c'était particulièrement frappant, Poutine bénéficie d'un grand prestige personnel pour avoir été le premier, avant les Chinois, à résister aux Américains à l'époque du moment unipolaire, quand les Américains paraissaient tout puissants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ce groupe de pays, donc on voit bien que c'est une forme de petit empire, de grand empire qui est en train de se construire petit à petit, mais qu'est-ce qui les unit en réalité, au-delà finalement on va dire, d'une politique un peu anti-occidentale? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui peut les unir de manière positive, on va dire? Même le mot anti-occidental, c'est pas certain, parce que par exemple, c'est clair que l'Inde... Anti-américain en tout cas. Oui, mais même anti-américain. L'Inde était beaucoup plus proche des soviétiques à l'époque du non-alignement. Elle est beaucoup plus proche des Américains à l'époque du Sud global face à l'Est et au Nouvel-Est et au Nouvel-Ouest. Donc, vous voyez, on peut même pas dire que ce soit ça leur agenda, mais en revanche, c'est une volonté de ne pas se laisser dominer par l'Occident. Et il y a un ou deux points précis qui sont des points de cristallisation. C'est par exemple la politique des sanctions. Ça, c'est quelque chose dont ils ont horreur. Il y a un autre point qui mériterait, je crois, pour nos gouvernements d'être approfondi, c'est un besoin de stabilité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait exploiter davantage. Je dis cela parce que quand vous êtes dans ces grands pays,
vous avez le sentiment que les Occidentaux sont ceux qui déstabilisent le monde. Et donc, l'affaire irakienne revient toujours. C'est quand même les Américains qui ont flanqué la pagaille. En réalité, ils l'ont aggravé, ils l'ont pas flanqué, c'était déjà pas très stable, mais ils ont accru considérablement l'instabilité au Proche-Orient. Et donc, les deux vont de pair, les sanctions, l'instabilité, c'est ça l'image de l'Occident actuel dominé par les Américains. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de Donc, ce... dans le même ordre d'idées, on est prêt à concéder beaucoup de choses aux Russes, dont on reconnaît par ailleurs les méfaits, hein, bien sûr, et les limites, mais on est prêt à leur avoir une certaine indulgence parce qu'ils servent de contrepoids à cette Amérique, à cet Occident déstabilisateur et sanctionneur. Aujourd'hui, les BRICS sont un petit peu le synonyme de ce Sud global, entre guillemets, hein, puisqu'on peut y rajouter la Russie. BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud notamment. Est-ce que ça s'est élargi de manière plus ou moins officieuse dernièrement? Ils ont reçu, je crois, les Émirats arabes unis, notamment l'Égypte, l'Argentine qui se propose aussi. L'Argentine qui a été acceptée mais qui a rejeté finalement l'offre. Voilà, qui a été rejetée, mais l'Éthiopie, qui est dans le coin, quoi. les Émirats. Les Émirats arabes unis. Dans tout ce panel de pays, est-ce qu'il y a une sorte de leader un peu naturel qui se profile? Alors sur plusieurs points, ça peut être sur l'aspect économique. Est-ce que c'est la Chine qui va leader tout ça? Sur on va dire ce qu'on connaît un peu moral, l'Afrique du Sud, qui a été le premier pays donc à convoquer tribunal à La Haye pour, par exemple, condamner Israël pour génocide, en tout cas pour mettre ce sujet sur le tapis. Le Brésil comme étant, on va dire, la pointe armée directement sur les États-Unis. Est-ce que chacun a un rôle qui va se définir et est-ce que ça existe déjà, ce rôle? Alors je vous livre une lecture personnelle, hein, parce que bien sûr c'est pas scientifiquement prouvé tout ce que nous sommes en train de nous raconter. D'abord il y a un point qui est très très important, c'est que ces pays qu'on appelle maintenant donc du Sud global n'étaient pas voués à être copains avec la Russie et la Chine. C'est les Russes, et d'ailleurs Lavrov qui était le premier à convoquer en marge d'une Assemblée générale des Nations Unies ses collègues. À l'époque, il n'y avait pas l'Afrique du Sud, il y avait le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, en utilisant un acronyme fabriqué par un banquier, enfin par un analyste de Goldman Sachs. Et lui, il s'est dit qu'il pouvait y avoir une traduction politique à cela. Puis Poutine, au moment de la crise financière de 2008, a réuni les mêmes pays au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est les Chinois qui ont dit qu'il faut ajouter l'Afrique du Sud, parce que sinon il n'y a pas d'Africains. Et vous voyez, au départ, c'est un assemblage assez hétéroclite. Il n'y avait pas tellement de choses en commun, si ce n'est d'avoir été désignés comme des pays moteurs de la croissance mondiale par un analyste bancaire. Et le ciment a pris. Et donc, quand je me suis intéressé au sujet en 2015, c'était pas un ciment encore complètement sec. Et mon idée, c'est que nous devions faire la même chose. Et pas de raison que des pays comme la France, l'Allemagne ne fassent pas une OPA sur les mêmes Brésil, Inde, etc., avec lesquels on avait au moins de choses en commun que les Russes. On ne l'a pas fait pour différentes raisons. Vous avez vu d'ailleurs que Macron avait souhaité aller au dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud. Il avait une bonne intuition, une bonne raison. Simplement, c'est trop tard. La mayonnaise a pris sans nous. Alors que si on avait été capable de faire le même type de démarche, peut-être que ça aurait un peu changé les choses. Alors, entendons-nous bien, le G7 invite traditionnellement à peu près ces mêmes pays dans ses réunions, mais il les invite au café, en bout de table. Ils ne sont pas sur un pied d'égalité avec ces grands pays vus d'ailleurs, quoi. Et je pense que là, une occasion a été ratée. Alors vous dites que c'est un banquier qui a créé l'acronyme de BRICS. Justement, donc c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, bien des années plus tard, avec cette notion de Sud global,
on se dit que tous ces pays ont économiquement, financièrement un poids énorme. Est-ce que, in fine, c'est pas par le truchement de ces pays-là que le dollar risque d'être mis en difficulté et qu'une monnaie nouvelle pourrait naître? J'ai pas complètement répondu à votre question, pardon, tout à l'heure, parce qu'il y a une compétition pour le leadership, bien sûr. Au début, c'était les Russes qui étaient les organisateurs et les Chinois étaient suivistes. Aujourd'hui, ça s'est renversé. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, le dernier élargissement a montré un grand élément d'attractivité des BRICS pour les pays qui veulent être candidats, c'est d'être à la table de l'empereur chinois, quoi. De même que, si vous voulez, dans l'Alliance Atlantique, pour beaucoup, pas pour les Français, mais pour beaucoup de pays européens, d'être assis à la table du président des États-Unis, ça comptait. De même, quand vous êtes éthiopien, sud-africain, égyptien, d'être à la table de Xi, ça compte. Et donc, il y a cette rivalité, et comme c'est les Chinois qui sont en passe de prendre le leadership, évidemment, les Indiens, qui eux se considèrent aussi concurrents des Chinois, sont également sur la ligne de départ. Donc, ça ajoute à cet aspect d'hétérogénéité du groupe. Et sur la monnaie? Alors, sur la monnaie, ça a été un des projets moteurs, et c'est clair que ça a échoué. Et d'ailleurs, dans le dernier communiqué du sommet des BRICS en Afrique du Sud, il y a une phrase qui dit explicitement qu'il n'y aura pas de monnaie unique. Et donc, bien sûr, ils vont travailler sur d'autres... Une monnaie commune? De monnaie commune, oui. Non, il n'y aura pas de monnaie commune. Ils travaillent par contre sur l'utilisation maximum des monnaies nationales. On pratique la monnaie chinoise. Et c'est vrai que depuis l'Ukraine, il y a de plus en plus de transactions qui sont faites en monnaie nationale. Par exemple, les Russes regorgent de monnaie indienne, de roupies dans leur coffre, dont ils ne savent pas quoi faire. Donc on voit bien, alors il y a eu cette évolution, mais qui reste marginale quand même. Malgré tout, pour l'instant, le dollar reste entièrement dominant, et quand vous êtes une grande puissance en développement comme l'Inde, vous voulez des dollars, quoi, c'est clair. Nous allons développer des relations économiques extérieures prometteuses et construire de nouveaux corridors logistiques. Nous avons déjà décidé de prolonger l'autoroute Moscou-Kazan jusqu'à Ekaterinbourg, Tcheliabinsk et Tioumen, et à l'avenir jusqu'à Irkoutsk et Vladivostok, avec un accès au Kazakhstan, à la Mongolie et à la Chine, ce qui élargira également de manière significative nos relations économiques avec les marchés d'Asie du Sud-Est. Nous développerons les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov. Nous accorderons une attention particulière au corridor international Nord-Sud. Cela ouvrira de nouvelles voies pour la coopération commerciale avec l'Inde, l'Iran, le Pakistan et les pays du Moyen-Orient. Nos plans prévoient aussi de la modernisation accélérée de la direction orientale des chemins de fer, du transsibérien et de la ligne principale Baïkal-Amour, ainsi que l'augmentation de la capacité de la route maritime du Nord. Il s'agit non seulement d'un trafic de marchandises supplémentaires, mais aussi de la base pour résoudre les tâches nationales de développement de la Sibérie, de l'Arctique et de l'Extrême-Orient. Discours de Vladimir Poutine devant la Douma, février 2023. Michel Duclos, voilà ce discours qui est donc une sorte de discours anniversaire, parce que c'était juste un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Mais enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on entend aussi une sorte d'orientation, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que Poutine regarde vers l'Est. Et est-ce que justement, au sein de ce Sud global, il n'y a pas aussi, on va dire, un espace particulier que vise la Russie, qui finalement se repose sur l'ex-empire soviétique, et qui consisterait à recréer effectivement un espace économique dans cette zone-là? Alors là, je me permets de vous renvoyer à un autre travail que j'ai fait, qui est paru à l'Institut Montaigne il y a une quinzaine de jours, sur la Russie. La Russie, puissance crépusculaire, où j'ai passé une dizaine de mois à interroger toutes sortes de gens, évidemment en privilégiant des Russes, pour essayer de bien comprendre le destin de ce pays. Et c'est clair que Poutine a fait un choix stratégique,
Et le succès, l'avenir de l'économie russe repose en partie sur sa capacité de se reconvertir ou non dans une plus grande intégration avec le Sud global. Et c'est comme ça que Poutine lui-même le perçoit. En 2014-2015, justement, après l'annexion en 2014, après l'annexion de la Crimée, devant la réaction occidentale, les sanctions, etc., Poutine a convoqué ces gens et a dit « Ces négociations que vous avez avec la Chine depuis 10 ans, maintenant vous allez les conclure. Il faut que ce soit à la Chine qu'on vende le plus notre pétrole. » Et effectivement, en quelques semaines, un accord a été conclu, naturellement dans des conditions très favorables à la Chine, qui sont quand même, les Chinois sont des gens durs en affaires. Et dans les mois qui ont suivi, quand je suis retourné plusieurs fois à Moscou, et j'interrogeais les gens auxquels j'avais accès, je leur disais, mais vous voyez bien que la Chine est en train de vous manger de la laine sur le dos. Et leur réponse, c'était, dans les milieux d'affaires, oui, mais c'est une décision stratégique du président. Et je pense que Poutine a donc cette idée depuis longtemps d'une reconversion de l'économie russe vis-à-vis d'abord de la Chine, donc en réalité de l'Est plus que du Sud. Une orientation, littéralement. Hein. Mais au-delà de la Chine, le Sud global, au sens que nous donnons maintenant à ce terme. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point ça peut marcher. Et on va dire, je suis pas économiste, hein, je peux pas, et puis je me méfie des prévisions, mais c'est vrai que on a du mal à penser que ça puisse aller très loin. Il y a une intégration entre la tendance à l'intégration entre les économies russes et chinoises, parce que c'est les Chinois qui fournissent maintenant l'essentiel des semi-conducteurs que les Occidentaux ont coupés à la Russie. Et les Russes achètent des voitures chinoises là où avant ils achetaient des voitures européennes. Mais les limites de ce retournement sont quand même assez fortes. Alors disons premièrement que les Chinois ont refusé jusqu'ici de faire les investissements nécessaires pour développer le transport de pétrole et de gaz vers la Chine, ce qui est un peu étonnant, mais c'est comme ça, ils sont prudents. Et puis ensuite, sur le fond des choses, la force de la Russie, c'est les hydrocarbures, les matières premières, les minéraux, c'est-à-dire les domaines de force qui sont aussi ceux des grands pays du Sud. Alors, c'est pas vrai sur tout, il y a sur les engrais, il y a quelques créneaux, il y a évidemment les armes, mais le nombre de créneaux sur lesquels les Russes peuvent être attractifs vis-à-vis du Sud global, d'après les économistes que j'ai consultés, c'est à peu près 10% du potentiel russe. Donc, c'est pas énorme. Et donc, il y aura probablement des limites dans cette reconversion, aussi longtemps que les Occidentaux priveront les Russes de technologie, et aussi longtemps aussi qu'il y a ce régime quand même très autoritaire, de plus en plus autoritaire, qui provoque une fuite des cerveaux. Et donc là, les Russes, il y a une hémorragie des ingénieurs, des gens brillants qui seraient capables de compenser la trop grande focalisation de l'économie russe sur les ressources naturelles. Vous venez de le dire, il y a comment dire, un resserrement, une pression de plus en plus forte de ces gouvernements, que ce soit en Russie, en Chine, etc. Et pourtant, il y a des pays comme l'Inde, comme le Brésil, qui existent évidemment dans ce Sud global. Est-ce que ce mélange, en fait, de structures politiques, à un moment donné, ne va pas poser problème? C'est-à-dire, par exemple, un pays comme l'Inde, qui en plus est une sorte on peut presque l'imaginer comme une sorte de cheval de Troie, finalement, en plein milieu à la fois des BRICS et donc de ce Sud global. Est-ce que ça risque pas de faire exploser cette espèce d'union qui est en train de se cimenter? Honnêtement, je ne sais pas. J'avais commis aussi un livre collectif que j'avais dirigé qui s'appelait « Les nouveaux autoritaires ». Parce que dans beaucoup de pays, et notamment dans ces pays du Sud, il y a quand même une tendance à l'autoritarisme auquel l'Inde n'échappe pas. Et donc, bien sûr, ils sont plus démocratiques que la Chine et que la Russie,
mais il y a quand même certaines affinités dans le fait que bon, il faut pas exagérer les droits de l'homme, etc., quoi. Et donc, je peux pas, je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir là des clivages profonds, une crise profonde. En revanche, un jour, je parlais de ça dans un petit groupe, je parlais du Sud global, et mon thème, c'était la désoccidentalisation du monde. C'est une autre façon de décrire les mêmes phénomènes. Et un ami philosophe dans la salle a fait une objection en disant, mais si par occidentalisme on désigne grosso modo l'individualisme, bah ça continue à progresser, y compris dans les pays les plus éloignés de nos modèles politiques. Et donc au fond, effectivement, l'histoire n'est pas complètement finie. Dans le même ordre d'idées, et ce sera la dernière question de ce podcast, l'Inde est en train de dépasser démographiquement la Chine, et on prévoit assez rapidement que l'atelier indien remplace aussi l'atelier chinois incessamment sous peu. Est-ce que ça risque pas, là aussi, de poser un problème entre ces deux monstres, en fait, ces deux géants, au sein même de ce groupement de pays? Oui, mais il y a des faiblesses indiennes, et notamment l'Inde est effectivement devenue une des grandes manufactures du monde, mais importe énormément de composants de Chine. Et donc, il y a cet antagonisme sino-chinois que vous avez mentionné, qui aura certainement des conséquences, y compris d'ailleurs dans le jeu avec la Russie. Parce que pour l'instant, la Russie a réussi à être l'ami des deux, mais est-ce que ça va durer? On voit que l'Inde, quand même, essaie maintenant de moins dépendre des Russes pour leur armement, qui est la principale raison pour laquelle ils sont liés aux Russes. Donc là, ça fait partie justement des choses sur lesquelles il faut se focaliser maintenant, examiner la géopolitique interne à ces pays que nous appelons du Sud global, où effectivement il y a des dissensions, et en tous les cas des dissensions potentielles. Et puis alors l'Inde a une autre faiblesse, je pense, c'est que ça reste une économie quand même très administrée. Et je vois que dans les chaînes de fabrication mondiale, les grandes entreprises occidentales sont quand même assez prudentes, parce que elles savent que investir en Chine, c'est quand même très lourd de complications administratives. La Chine aussi, c'était très administré. Et ça a bien marché. Oui, mais c'était administré, mais c'était quand même un capitalisme sauvage, la Chine d'avant Xi. Et effectivement, ça a extraordinairement bien marché. Pour l'instant, ça marche pas aussi bien avec l'Inde. Michel Duclos, merci. On se retrouvera dans 2 semaines pour la seconde partie de ce podcast qui concerne donc le Sud global. On parlera cette fois-ci de la relation de l'Europe et surtout de la France avec ce Sud global. Merci.